Bon, alors comme on dit, on ne fera pas attendre les gens ponctuels pour les gens qui sont en retard. Donc, débutons. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Caroline Tessier. Je travaille à la fabuleuse Maison du développement durable, à l'inspirante Maison du développement durable. Donc, on vous accueille aujourd'hui pour un panel, comme je le disais il y a quelques secondes, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. En fait, aujourd'hui, on est là en mode réunion, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, je ne vois pas vos visages. Je ne sais pas si c'est voulu ou non. Mais c'était dans le but, justement, qu'on soit un petit peu plus, qu'il y ait un peu plus de convivialité, qu'on soit entre nous. Ce qu'on vous offre aujourd'hui, c'est un moment de partage. Donc, c'est le partage de quatre dames, quatre femmes qui sont avec nous, qui vont nous présenter, au fond, leur perspective de leur domaine d'emploi. On pourra vous les présenter au cours du panel, une à la suite de l'autre, mais peut-être que là, vous les voyez déjà à l'écran. Donc, rapidement, Marie-Ève, France, Louisa, Linda. On présentera un petit peu plus en détail leur rôle et leurs organisations dans quelques instants. Donc, avant de débuter, je voudrais juste mentionner en fait que cette belle activité est rendue possible grâce à Hydro-Québec, donc notre partenaire principal de notre programmation, qu'on appelle aussi notre carrefour de synergie, et la Ville de Montréal. Donc, quelques petites règles plates, vu qu'on est en virtuel, on n'a pas bien le choix de passer par là. On fait juste vous signaler que l'événement est enregistré parce qu'elle sera disponible prochainement sur notre chaîne YouTube. Ensuite, évidemment, je crois que tous les micros sont de facto fermés, mais bon, si jamais ce n'est pas le cas, peut-être juste vous assurer que ça soit le cas. On va éviter aujourd'hui de lever la main en cours de présentation, donc utilisez plutôt le chat si vous voulez nous poser des questions, si vous voulez réagir, amener un commentaire. Je vais être là pour regarder le tout, en faire part aux gens. Et oui, on a juste 1 heure, ça va aller très, très vite, donc ça se peut qu'on ne puisse pas répondre à toutes vos questions, mais prenez le temps de les écrire quand même. On va essayer le plus possible là, de cibler vos besoins et d'y répondre. Voilà, ensuite, dernière petite recommandation, si jamais le mode intervenant dans Zoom est un des modes les plus intéressants pour une meilleure expérience. Donc, ça se trouve en haut à droite dans votre écran, dans les différentes views. Donc, celui qui est en mode intervenant est très intéressant. Alors, voilà pour aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons commencer notre fameux panel avec Marie-Ève Bergeron. Marie-Ève, elle est présidente du CA des femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques. Alors, on va vous partager à chacun de votre tour, mesdames, une petite présentation. En fait, vous allez nous présenter votre petite présentation et je reprendrai le micro après toi, Marie-Ève, pour présenter notre prochaine intervenante. Donc, sans plus tarder, à toi la parole. Merci beaucoup. Merci, Caroline. Merci à tous d'être avec nous ce midi. Merci aux panélistes avec qui on va échanger ce midi. On a eu des bons échanges dans les préparatifs et je sais que ça va être un bel événement. Je me permets de prendre une petite minute pour vous parler de c'est quoi le FCTMN. Eh bien, c'est un réseau des femmes pour les femmes dans les industries créatives. Et là, juste pour vous dire que je n'ai pas le contrôle sur mes slides, alors je vais demander à ma merveilleuse collègue ici si elle peut avancer dans les slides. C'est un réseau qui est là pour les femmes, pour rendre leur travail visible, pour renforcer les liens, soutenir les parcours professionnels. C'est un réseau qui est là aussi pour offrir des formations, des rencontres et du mentorat. Et aussi, on est là pour assurer une représentation des femmes au sein des industries créatives. On existe depuis 30 ans. Donc, je voulais juste prendre un petit moment parce que je pense qu'on est des réseaux assis ensemble de manière virtuelle autour de la même table qui n'ont pas nécessairement la chance d'être ensemble très souvent. Donc, je vais prendre une petite minute de mon 5 minutes pour vous parler de c'est qui le FCTMN. Fait qu'on peut avancer dans les slides. Merci. Hop, on a reculé, c'est pas grave. Donc, moi, je vais vous parler de 2 études aujourd'hui. On va y arriver, ça ne sera pas long. C'est 2 études qui ont été faites en 2021 dans le cadre de la pandémie. Et juste avant de vous partager des informations sur ces études-là, c'est important que je vous dise que ce n'est pas le FCTMN qui les a conduites, c'est vraiment des chercheurs qui ont pris ça de front. Donc, jamais vous avez des questions en détail, je ne serai pas la bonne personne pour y répondre. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est juste de vous présenter un petit peu les grands faits saillants de ce qui en est ressorti pour vous démontrer où on en est pour les femmes dans l'industrie des médias.
Mais si vous souhaitez, je pourrais vous mettre en contact avec les chercheurs si vous souhaitez discuter en profondeur. Et je ne sais pas si Caroline l'a dit tantôt, mais on va partager à la fin toutes les présentations d'aujourd'hui. Donc, vous aurez accès aux 2 études en détail. Donc, exactement, c'est ça. Donc, on peut aller à la slide suivante. Fait que juste la mise en contexte des deux études, du pourquoi qu'on a pensé faire ces études-là, eh bien, tout simplement, dans le cadre de la pandémie, il y a des fonds qui ont été rendus disponibles par le gouvernement qui ont fait réagir les 2 organisations qui est Real Families for Change Canada et le WIFT, qui est le grand chapeau du FCTMN, c'est notre association canadienne dans laquelle on fait partie. Nous, on est le bureau du Québec. Eh bien, à cause de ces fonds d'urgence qui ont été rendus disponibles, les occasions ont été saisies pour justement faire des études sur comment ça se passe de 2 côtés, au niveau de la diversité et au niveau de la femme dans les rôles de production en contenu dans les industries créatives. Fait que c'est vraiment high level. Là. Fait que donc, si on va à la slide suivante, je vais vous présenter un petit peu les faits. Donc, quand on regarde pour tout ce qui est les femmes dans les rôles de production, ce qu'on remarque, c'est que, en fait, le gros enjeu, c'est les services de garde. Et surprenamment, au Québec, malgré tous les services qu'on a et les subventions pour les CPE et tout, le rang des services de garde ne répond malheureusement pas aux besoins des femmes qui travaillent dans les industries de production à cause des horaires atypiques, à cause justement des espaces où c'est possible d'amener son enfant. Il faut s'engager à temps plein. On ne peut pas juste avoir une place à demi-temps. Les autres enjeux qu'on remarque, c'est le manque d'obligation de la part des syndicats et des grands joueurs de l'industrie d'adresser le sujet, de faire des actions, d'instaurer des mesures. Ils ne sont pas obligés de le faire, donc ça ne se passe pas. Et puis, l'autre enjeu qui est quand même assez important de mentionner, c'est que dans les formulaires pour remplir pour les crédits d'impôt, quand on dépose des budgets pour une production, si on voudrait rajouter une frais de service de garde pour les gens qui font partie de la production, eh bien, malheureusement, ce n'est pas admissible. Donc, ça, c'est pour l'étude des femmes du côté de la production. Quand on regarde l'étude qui a été faite au niveau de la diversité, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un énorme manque de données. Fait que c'est très difficile d'avoir un portrait clair de la situation de manière générale sur la diversité. Donc, ce sera un enjeu important à adresser. Et le petit fait saillant que je voudrais souligner, puis évidemment, on nommera pas de nom, mais évidemment, toutes les grandes entreprises ou toutes les grandes maisons de production ont été interpellées pour faire partie de l'étude. Et puis, c'est important de vous dire que les intervenants clés seniors masculins ont tous décliné les demandes d'entrevue pour répondre au sondage pour cette étude-là. Fait que c'est quand même des choses qui sont marquantes. Et puis, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais amener. Puis là, ce que je termine, c'est sur des citations qui ont été sorties de différents sondages. Et puis, comme on a dit tantôt, on va adresser les solutions, puis on va finir sur le positif à la fin. Fait que moi, je faisais juste dresser le portrait pour l'industrie des médias. Donc, je retourne la parole à Caroline. Merci de votre écoute. Merci, Marie-Ève. Donc, vous l'avez constaté un petit peu, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on rentre un peu dans l'univers de quatre types d'organisations. Et puis, on a vu avec Marie-Ève que justement, l'univers, entre autres, du cinéma, si vous avez des gens que vous connaissez qui sont dans le milieu, ce n'est vraiment pas évident pour les femmes avec les heures de travail. Donc, merci Marie-Ève de soulever cet état de la situation. Puis oui, on parlera un petit peu plus tard des solutions. Alors, ça va rapidement. On enchaîne avec Louisa Grécou. Elle est présidente de Business Professional Women, donc on va nommer BPW aujourd'hui, Montréal. Alors, Louisa, à toi la parole. Je crois qu'on est dans le classique du micro fermé. Bon. Oui, merci pour l'invitation. On ne t'entend toujours pas, Louisa, par exemple. Ah, Oui? Ah, parfait, super. Si, c'est bon, tu peux y aller. C'est de mon côté qu'il y a un enjeu. Ah, parfait. Je voulais vous remercier pour l'invitation.
C'est vraiment extraordinaire de pouvoir se réunir aujourd'hui puis échanger entre nous, comme tu as dit tantôt, avec 4 organismes différents. De notre côté, BPW Montréal fait partie d'un organisme international qui est BPW International, qui il y a plus de 100 pays dans le monde, plus que 30 000 femmes qui sont membres avec nous sur 5 continents. Ce qui est important à souligner pour BPW Montréal, il fait partie d'un organisme qui a un statut consultatif général auprès du Conseil économique et social des Nations unies. Ça, ce n'est pas à négliger parce que ça veut dire qu'on a un voix. Puis, pour faire changer des choses, il faut avoir le plus de voix possible. Dans les années 40, BPW International a vraiment beaucoup milité pour la création de la Commission de la condition de la femme des Nations unies. Puis, à travers l'histoire aussi, on a reçu des reconnaissances pour l'engagement qu'on a fait au niveau international, entre autres un certificat de messager de la paix du secrétaire général des Nations unies. En ce qui concerne BPW Montréal, sur un plan plus local, on a été constitué en 1926, fait que bientôt 100 ans. Moi, je suis la 42e présidente, fait qu'il y a beaucoup d'histoires de quelles moi, je suis très, très fière. Parce qu'au début du siècle, on a même contribué à la création de la Fédération canadienne et même de BPW International. Fait que ça montre à quel point Montréal était très, très actif à travers l'histoire. Pour les sphères que notre organisme au niveau local aborde, c'est beaucoup au niveau local, international et national au niveau du Canada, mais on est aussi intergénérationnel, intersectoriel, interculturel. Moitié de nos membres sont des femmes entrepreneurs, moitié sont des femmes professionnelles. Parmi tout ça, on a décidé de vraiment mettre beaucoup d'avant des forces qu'on a au niveau de la connexion internationale. Puis beaucoup de nos membres viennent de diversité culturelle sur le plan local. Puis, c'est un autre axe qu'on privilégie beaucoup. Par contre, cela étant dit, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des initiatives au niveau des autres sphères, par exemple la sphère intersectorielle. Parlant de ça, comment répondre aux besoins des femmes qui viennent de différentes sphères? C'est ça notre problème. On essaie vraiment de donner la parole à des femmes qui viennent dans des secteurs différents pour échanger, pour s'inspirer. Souvent, on a les mêmes enjeux, mais d'une perspective différente. Ce qu'on veut, on veut connecter les femmes de ces secteurs en faisant des diverses initiatives puis de divers partenariats avec des organismes, autant de femmes qu'en général, dans le secteur donné. À travers les dernières années, on a fait des initiatives avec Google, par exemple, pour les femmes en sciences et technologies, aéronautique avec IATA ou ACI, le domaine minier, Women in Mining Montréal, avec cinéma, avec nos consoeurs ici présentes aujourd'hui, la FTCMN, aussi avec les forces armées. Comme je disais tantôt, le fait qu'on a une ouverture vers l'international, pour nous, c'est très important aussi de connecter le local avec l'international puis de créer des liens, de ponts à travers la planète. C'est sûr qu'il y en a des enjeux qui sont parfois similaires aux nôtres. On essaie de s'inspirer puis d'en parler. On a créé des liens dans les dernières années avec Brésil, France, Sénégal, Haïti et l'Allemagne. Puis la liste va continuer sûrement dans les mois à venir, dans les années à venir. Toujours dans le concept de comment on peut aider les femmes de diverses sphères, nous, on s'est dit il faut vraiment les accompagner. On est beaucoup dans comment outiller les femmes, comment les aider à prendre plus de place, puis dans de diverses sphères de la société aussi. C'est l'accompagnement, le partage, l'échange, les formations, puis on se concentre beaucoup aussi comment propulser la relève. C'est très, très important pour nous. Pour l'accompagnement,
on a un programme de mentorat qui est autant sur le niveau local qu'international, qui est reconnu d'ailleurs par Mentorat Québec. On a une série Les Expertes où il y en a 4 femmes expertes dans leur domaine qui viennent partager sur un sujet donné avec nos membres. Dans les partages et échanges, la série Initiative EDI en entreprise, c'est vraiment une formule très innovatrice où on invite à chaque épisode deux femmes qui sont en charge avec des comités de diversité et inclusion dans des grandes entreprises qui sont à Montréal pour échanger. On a la série à la découverte 2 où on va visiter une grande organisation, une entreprise qui a des bureaux à Montréal pour voir puis discuter avec eux comment ils font pour amener à des postes de direction plus de femmes. On a fait Google et WACI, comme je le disais sur la slide précédente. Pour les formations, j'ai une bonne nouvelle. On va débuter une série Midi Formation. Ça, c'est à peu près 12 formations à travers l'année pour donner des outils encore plus aux femmes. Puis, on a vraiment ouvert les inscriptions gratuites à nos collaboratrices d'FTCMN. Fait que ça, c'est une très bonne nouvelle qui commence le 17 mars aussi. Dans les ateliers de finance en jargon compliqué, on se concentre aussi beaucoup sur l'investissement les femmes, comment ils peuvent investir, comment elles peuvent préparer leur retraite. Puis, comme je disais au début, la proposition de la relève pour nous, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, principalement parce que pendant 5 ans, malgré notre riche histoire de presque 100 ans, on a dû fermer notre organisation à cause de la faute de la relève. Fait que c'est sûr qu'à la réouverture de notre club en 2017, on s'est vraiment concentré à faire de ce volet-là une de nos priorités. Puis, on a lancé une série dans les pas d'une où on inspire des jeunes femmes, on les amène passer quelques, dans le cas de la France, ça a été quelques jours même, mais une journée, d'habitude une journée dans le monde d'une ambassadrice. Fait qu'on a fait avec la France, l'ambassadrice du Canada en France, l'ambassadrice de la France au Canada et plusieurs autres. Puis avec la pandémie, ça a été plus difficile en présentiel, mais on prévoit vraiment revenir avec cette série. Puis, la série parle d'affaires. C'est des enjeux de la jeunesse qu'on amène sur la table, puis on fait des discussions. Je vais vous laisser sur la prochaine slide regarder une petite vidéo parce que je voulais vraiment voir. Pour moi, c'était vraiment surprenant ce que j'ai vu dans cette vidéo, à quel point c'est important d'inspirer les jeunes femmes pour des métiers qui sont généralement masculins. Il faut vraiment se pencher puis inspirer les jeunes filles, puis briser des biens inconscients. Fait que je vais vous laisser, j'espère que ça va marcher. Il est en anglais, la vidéo, mais je pense que c'est pas beaucoup de parler. Il y en a beaucoup d'images qui parlent de soi. This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks like. Oh, we're doing a firefighter. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Dad. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. OK, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. OK, now, who would like to meet these people for real? Yeah!
They're dressed up. My name's Tamsin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy. I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? I'll try my stethoscope. We put this in here. There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? Yeah. It's really good. It's much better, Yeah, it's much better than the kids' one. Et que ça, je pense que c'est la puissance de cette vidéo est forte. 61 dessins qui représentent les hommes, pourtant des métiers qui sont faits aussi par des femmes. Je trouvais ça très intéressant à voir. Je vais finir par une dernière slide qui sont à travers l'histoire, les résolutions que nous, à BPW Montréal, on a déposées à travers l'histoire. Comme vous voyez, sont très diversifiées. La dernière qu'on a faite, c'est en 2017. C'est vraiment pour bonifier le positionnement des femmes au sein de postes décisionnels sur les conseils d'administration. Le fait qu'il n'y en a pas de femmes ou très peu de femmes sur les conseils d'administration. Puis, cette mémoire a été déposée au Sénat du Canada. Aussi parce que il y en avait la loi sur l'accès au CA, c'est pour les sociétés de la couronne. On avait donné un certain temps, puis on a vu qu'au Québec, ça a bien été. On a réussi vraiment à augmenter le pourcentage de femmes dans les CA des sociétés de la couronne, puis même dans des CA ailleurs, dans le secteur privé. Par contre, au niveau de Canada, je pense que la progression overall n'est pas au même niveau. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire. On va continuer à faire, puis je suis très contente on a des discussions comme aujourd'hui pour vraiment montrer qu'il y en a encore des choses à faire bouger. Merci beaucoup, Louisa. Les commentaires dans le chat sont éloquents, ils veulent tout dire. Je pense que les gens ont été vraiment touchés par cette vidéo-là. Puis moi-même, qui ne l'avais pas vue d'avance, je me retenais la larme parce que je me disais que j'allais devoir parler après. Donc, je me concentrais, mais c'est extrêmement touchant. Et je pense qu'il ne faut pas minimiser le pouvoir de l'inspiration, qui est quelque chose qui est tellement simple, tellement facile. On va en parler plus tard, là, des façons des solutions ou des façons de rejoindre les gens pour peut-être essayer de changer les choses, mais déjà dans notre quotidien, inspirer nos enfants, inspirer une ou un collègue. D'ailleurs, je salue les hommes qui sont présents aujourd'hui dans notre événement. C'est toujours très, très intéressant de vous avoir avec nous aussi. Alors, voilà, merci beaucoup et bravo pour toutes ces initiatives que vous faites. Je pense que ça fait avancer les choses concrètement. Merci. Alors, nous allons aller vers, certainement pas moins inspirant, Linda Chombe, qui est directrice développement philanthropique de la Fondation du Grand Montréal, qui va nous partager aussi son expérience au sein de cette organisation-là. Donc, Linda, c'est à ton tour de prendre la parole. Merci Caroline et merci à la Maison du développement durable pour l'événement. C'est effectivement toujours plaisant de parler des réalités des femmes. Moi, je travaille à la Fondation du Grand Montréal. C'est une fondation communautaire, plutôt milieu philanthropique et historiquement, c'est un milieu qui est quand même à 75% constitué de femmes. Beaucoup de travailleuses d'employés sont des femmes. Bien que la majorité des postes de direction soient occupés par des femmes, reste quand on regarde la haute direction, donc PDG ou président de CA, même des administrateurs, c'est comme ça devient très masculin. Et Louisa, je crois, l'a relevé tantôt, le déséquilibre qu'il y a dans la représentativité des femmes au sein des conseils d'administration. Dans mon cas, je représente en plus, j'aime dire, une double diversité. Je suis diversité de genre, oui, mais je suis également diversité culturelle. Et j'avoue que des femmes issues de la diversité, précisément des communautés racisées, à la tête du développement philanthropique d'une fondation, j'en connais pas beaucoup. Et si je suis là,
Je crois que c'est le résultat de mesures qui ont été prises par une organisation qui a su reconnaître, faire confiance au talent, puis l'accompagner aussi dans sa croissance. Et je crois, Louise a dit beaucoup de choses intéressantes, comme Marie-Ève d'ailleurs. Tu as parlé de l'importance de la relève. Donc, c'est ça d'identifier puis d'accompagner cette relève-là. Ma petite histoire, c'est que je suis arrivée au Québec en 2016, femme, immigrée, noire, puis enceinte. Et bien que j'ai des diplômes universitaires, que j'ai une expérience déjà en tant que gestionnaire, j'ai accepté un poste de remplacement, un remplacement de 2 semaines comme agente administrative à la Fondation du Grand Montréal. Puis, tout de suite, j'ai aimé l'ambiance de l'équipe, j'ai aimé ce qu'on faisait en tant que mission. Puis j'ai dit que je voulais rester. Et je crois que c'est là où le premier pas de confiance a été fait, c'est que l'équipe de la Fondation a accepté que je reste. Donc, je suis allée en congé, puis je suis revenue pour un poste permanent. Et à l'interne, il y a eu des opportunités qui sont ouvertes, toujours de manière pas programmée, comme ça arrivait. Donc, premièrement, comme chargée de projet de développement philanthropique, ensuite conseillère. Et là, c'est là où moi, la pandémie m'a servi, c'est que je suis partie en congé de maternité, un autre congé de maternité. Et pendant ce congé-là, en 2020, j'ai profité pour faire un MBA intensif d'1 année. Et je n'aurais pas pu faire ça avec la pandémie parce que j'avais la possibilité d'allaiter mon enfant tout en suivant mon cours, juste en changeant l'angle de la caméra. J'étais devenue très experte dans les angles de caméra, mettons. Et ce diplôme, finalement, je crois que c'est lui qui a été un atout dans l'obtention du poste de direction, parce que je suis revenue, il était ouvert, le poste, puis le fait, mes expériences passées ici, que j'ai obtenues ici et ailleurs, ont fait que c'était comme un peu la chose qui a attaché le tout, je dirais. Donc, ce qui a fait, je pense, ce qui a fait que ça a fonctionné au niveau à la Fondation et ce qui peut faire fonctionner, je pense, ailleurs, je crois, c'est déjà la diversité au niveau des opinions. Je crois que quand une organisation est ouverte et puis peu importe la taille de l'équipe, écoute ce que les gens ont à dire et sans être dans le jugement, vraiment juste écouter, ça change beaucoup. On a vu tantôt comment les enfants ont tous redessiné comme des représentations masculines. C'est la même chose. Quand on dit que les hautes sphères de direction, c'est essentiellement des hommes, c'est sûr que les décisions qu'ils vont prendre vont refléter leurs pensées. Alors, quand on écoute des avis différents, là, on a tendance à comme plus les inclure également dans notre réflexion en tant que, on parle d'intelligence de groupe, ça nourrit l'intelligence de groupe. La flexibilité, c'est sûr, moi, c'est quelque chose de très important pour moi de pouvoir concilier famille puis vie-travail avec des enfants en bas âge. Et la pandémie l'aura d'ailleurs montré. On peut très bien concilier les deux. On n'est pas obligé de faire du 9 à 5 pour être performant. Et peut-être le modèle justement du 9 à 5, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Et une chose qui est, je pense, super importante, on en a parlé, le mentorat. Marie-Ève a dit que le FCTM en offrait. Louise en a parlé au niveau du BPW. Je crois que c'est super important de pouvoir justement s'inspirer d'autres modèles. Et quand on dit mentorat, ça rejoint un peu souvent le réseautage, tout ce qui tourne autour. Puis avant la pandémie, de réseauter de 5 à 7 alors qu'on doit aller chercher ses enfants à la garderie, je pense que c'était un peu plus compliqué. Ça, c'est une des choses qui, en tout cas, à mon sens, la pandémie a vraiment servi. Et ça m'a clairement servi dans ma carrière. Puis enfin, on a parlé d'outiller, je crois que c'est Louisa qui le disait, qu'il faut outiller les femmes et les aider à prendre la place. C'est ce que fait le BPW, mais c'est aussi ce que font plusieurs organismes communautaires. Et malheureusement, ces organismes sont souvent sous-financés. Et étant donné que c'est beaucoup d'intervenantes qu'il y a dans ce domaine-là, c'est déjà des femmes qui elles-mêmes sont dans des emplois souvent précaires pour aider d'autres femmes à prendre leur place. Il y a aussi quelque chose à faire à ce niveau. Et d'ailleurs, il y a un groupe de femmes qui ont créé un fonds, le fonds FAM, Femmes Action Montréal, à la Fondation du Grand Montréal, lequel a pour mission justement de soutenir les initiatives pour les femmes et les filles du Grand Montréal. Les premières subventions ont été versées il y a quelques jours. C'est un total de 250 000 $ qui ont été versés à 9 organismes différents, dont un axe important, c'est l'accès à l'emploi ainsi qu'à l'entrepreneuriat. Et quand je disais, c'est quand même un problème circulaire de soutenir des organismes qui ont des problèmes pour souvent payer des intervenantes, alors que les intervenantes qui ont réussi à les payer vont également accompagner d'autres femmes dans leur développement. Et il y a un proverbe qui dit que la chance, c'est lorsque l'opportunité rencontre la préparation.
La préparation, elle peut prendre plusieurs formes. La formation, et souvent, elle n'est pas forcément adaptée, je pense, à la réalité des femmes, ou encore des femmes qui ont des enfants. Il y a le mentorat, il y a le réseautage. Et quand on a cette formation-là, cette préparation-là, quand l'opportunité arrive, on sait la saisir. En tout cas, moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être préparée. Et quand les opportunités se sont présentées, j'ai pu les saisir. Donc, c'est un peu ça, mon histoire. Et j'espère en tout cas que à notre niveau en tant que femme, puis en tant qu'alliés aussi, on contribue à préparer d'autres femmes. C'est certainement important. Merci beaucoup, Linda. Dans tes propos, il y a plusieurs choses intéressantes qui sont ressorties, puis que je prends le temps de relever assez rapidement, là. Tu as parlé de 9 à 5. Tu sais, ça, c'est un peu fini, où il faut revoir le 9 à 5. On a parlé de la conciliation des études, du travail, de la vie personnelle. La pandémie a eu beaucoup d'impacts négatifs, mais on a eu certains positifs, dont justement l'accès au virtuel qui nous a permis, les femmes, de pouvoir amorcer des études avec le bébé en allaitant et tout ça. Et je pose la question sans qu'on soit obligé d'y répondre aujourd'hui, mais est-ce un recul justement de remettre les études, par exemple, en mode présentiel uniquement? Est-ce que ça ne fait pas justement mal aux femmes d'une certaine façon ou la possibilité de joindre ces axes-là de la vie sont un peu freinés? Donc, merci pour cet échange-là, pour nous soulever ces questions-là, justement, qui sont très intéressantes. On va passer à notre dernière intervenante, donc France Levert. Elle est vice-présidente du groupe Écosphère et elle est aussi administratrice du Réseau des femmes en environnement. Donc, on t'écoute, France. Ben, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je vais vous amener dans un autre monde un petit peu. Donc, oui, je vais vous parler du Réseau des femmes en environnement, ce qu'on fait à différents niveaux, ce qu'on fait aussi pour nos membres. Mais d'abord, on m'a demandé, et je partage mon écran, si vous permettez. Donc, Marie-Ève m'a demandé, voilà, donc, de vous parler d'une étude auquel j'ai participé pour le Réseau des femmes en environnement comme experte dans le domaine de l'environnement et de la durabilité, qui concerne en fait une sous-représentation des femmes dans les processus de consultation publique mis de l'avant par le Bureau d'audience publique en environnement. Cette étude-là, elle a été confiée par le BAP au Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec. Donc, il y avait des femmes qui étaient représentées en fait sur le comité de travail là, plus rapproché de toutes les régions du Québec. Et pourquoi une étude comme celle-là, pourquoi un mandat comme celui-là? C'est que le Bureau d'audience publique en environnement, ils ont pu faire le même constat pour d'autres processus de participation publique, ont constaté que parmi les intervenants qui venaient témoigner, présenter des mémoires, poser des questions, qui participaient au processus, il y avait beaucoup moins de femmes, donc la représentation était beaucoup moins importante et encore moins, évidemment, de femmes qui étaient issues de communautés culturelles, d'immigration et de femmes issues de communautés autochtones, alors que certains projets étaient vraiment très, très importants pour les communautés autochtones concernées. France, juste un petit commentaire. Je ne sais pas si le micro est accessible ou proche du bureau. On entend beaucoup gricher à l'occasion. Juste une petite remarque là, pour l'expérience de toutes et tous. C'est bon. C'est les feuilles. Excellent, merci. Je n'y ai pas pensé, ça m'est déjà arrivé une fois, alors que d'habitude, j'ai tout à l'écran, mais là, je ne voulais pas avoir d'écriture. Alors, vite, des constats qui ont été faits de cette étude-là, c'est que d'une part, les évaluations environnementales qui étaient menées ne tenaient pas nécessairement compte suffisamment de toutes les considérations relatives aux impacts différents qui concernaient le genre homme-femme. Au niveau, par exemple, des décideurs ou de la représentation des commissaires, donc ceux qui animent les commissions où sont présentées les mémoires, il n'y avait pas nécessairement une représentativité suffisante, homme-femme ou intersectionnelle, si on veut, que ce soit au niveau des analystes, que ce soit au niveau des commissaires, et qu'il n'y avait pas non plus nécessairement des conditions pour faciliter la participation de femmes
de divers types de communautés, de divers profils à ces exercices-là de participation citoyenne, que ce soit en termes d'horaire, que ce soit en termes de lieu, que ce soit en termes de documents qui sont vulgarisés, accessibles, ou aussi à d'autres niveaux. Donc, par exemple, avoir des séances spécifiques, un peu comme des safe space, parce que souvent des femmes qui n'avaient pas nécessairement l'habitude de se présenter dans ce genre de lieux qui peuvent être intimidants. Donc, avoir un espace qui facilite une prise de parole, puis qui facilite de représenter, en fait, les points de vue, puis de revendiquer que ce soit bien représenté dans les études, lors des audiences, lors des échanges. Alors, je n'irai pas plus loin là-dessus parce que toutes sortes de solutions qui ont été mises de l'avant par le comité, par les divers groupes qui ont été consultés là-dessus. On y reviendra. Sinon, ce que je voulais partager avec vous aussi, bon, c'est le contexte de la pandémie et j'espère que ça ne griche plus. Je ne pense plus de papier. Bon, désolée. Donc, c'est sûr que le Réseau des femmes en environnement, on s'est retrouvés comme tout le monde dans le contexte de pandémie. Alors, ça nous a amené à nous questionner de toutes sortes de façons, donc à modifier nos pratiques aussi de formation, d'accompagnement, d'aller évidemment beaucoup sur le virtuel. On s'est extrêmement questionné aussi sur l'influence que ça pouvait avoir sur les comportements responsables, que ce soit des individus ou des organisations. On ne pensons qu'à tout le commerce virtuel et l'impact que ça peut avoir. C'est un exemple parmi d'autres, mais aussi au niveau de l'emploi comme tel. Et c'est intéressant de voir aussi des études qui ont été faites, que ce soit par l'IRIS, sur les différences en termes d'égalité dans des cas de crise, ou encore le Conseil du statut de la femme. Là, on parlait de l'impact, le télétravail, oui ou non. Alors, dans une des dernières publications du Conseil du statut de la femme, il y a un article là-dessus fort intéressant qui met de l'avant l'évidence que oui, il y a des avantages, particulièrement pour les jeunes parents ou des jeunes mères aussi, ça facilite la vie. Par contre, l'étude, entre autres, de l'Université Concordia met de l'avant et de l'IRIS que les emplois féminins ont été deux fois plus vulnérables, si on veut, au contexte de crise avec la pandémie, entre autres à cause des domaines où les femmes sont beaucoup représentées, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, du commerce de détail, des services, mais aussi le fait qu'il y a beaucoup de télétravail qui a été fait. Il y a certaines mères qui ont dû abandonner leur travail parce qu'ils ne pouvaient pas faire une conciliation suffisante de gérer leur famille, l'école, la garderie, la charge mentale additionnelle dans le contexte. Ça a eu plus de pertes d'emploi dans ce contexte-là et ça a été encore plus vrai pour des populations issues de la diversité. Donc, c'est important pour des crises à venir. On parle de crise climatique, entre autres, beaucoup, avec, entre autres, le dernier rapport du GIEC qui est assez préoccupant. Donc, c'est important que les enseignements de cette pandémie-là, on en tienne compte pour le futur dans toutes sortes de domaines et que les organisations seraient très vigilantes aussi pour qu'il n'y ait pas de recul en égalité et en inclusion à l'emploi, ce qui est une des lumières rouges que l'étude de Concordia met de l'avant. Voilà ce que je voulais amener maintenant. On pourrait en dire beaucoup, beaucoup plus, mais on est là pour aller plus loin aussi dans les échanges. Et sur le Réseau des femmes en environnement, alors on parlait d'une trentaine d'années de vie, je pense, du côté de Marie-Ève. Donc, le réseau va comme fêter son 25e anniversaire l'année prochaine. Donc, c'est un réseau qui regroupe actuellement quelques 700 femmes et une trentaine de membres groupes, donc assez diversifiés, puis qui met de l'avant des solutions dans toutes sortes de domaines, comme vous pouvez voir à l'écran, que ce soit en santé, en communication, dans le domaine de l'événement, donc des événements éco-responsables, l'art vivant, le genre, la consommation. Et ce sont des femmes qui sont les initiatrices de ces solutions-là et de ces projets-là, mais ça s'adresse à tout le monde. Plus précisément par rapport à ce qui a été mentionné pour faire le pont, parce qu'il y a des éléments que je pense intéressants aussi de mentionner. Alors,
le réseau des femmes, puis je vais m'arrêter là-dessus, là, parce que des fois, je parle trop longtemps. Alors, le réseau des femmes en environnement par rapport à justement les enjeux d'égalité, de diversité, d'inclusion, depuis 1 an et demi, travaille avec un comité de membres, puis veut se donner une politique interne là-dessus, politique qui va s'adresser autant à son personnel qu'à ses membres pour aider tout le monde à mieux intégrer ces considérations-là. Et depuis le début, on a toujours eu des pratiques pour aider à ce que des femmes, donc de nos membres et des femmes en général, dans le domaine de l'environnement, puissent mieux accéder à des postes de décision en environnement. Donc, on a fait du mentorat, entre autres, des formations sur la prise de parole publique, planification, et ainsi de suite. Alors, toutes sortes d'approches pour faciliter les choses là-dedans. Et voilà, je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, un petit peu un autre monde et je arrête le partage d'écran. Ben oui, merci beaucoup, France, de nous avoir fait découvrir les univers des organisations sur lesquelles tu sièges au Conseil. On vous invite évidemment, on va tout vous transférer ça après l'événement. On va vous inviter à aller voir plus en détail les études qui nous ont été partagées aujourd'hui. Donc, il nous reste quelques instants pour échanger, en fait, de façon un petit peu plus libre ou de poser certaines questions. Je n'ai pas vu de questions dans le chat pour l'instant, mais on a vu aujourd'hui, justement, là, diverses organisations qui, à leur façon, viennent proposer des solutions pour faire avancer, évidemment, là, la condition de la femme ou des femmes aujourd'hui. Alors, je pense que c'est à tout niveau. Je regarde Louisa, je pense que les interventions que vous faites sont à un niveau probablement plus gouvernemental. Linda, c'était plus à un niveau organisationnel, dans le sens que toi, tu as essayé de changer les choses dans l'environnement dans lequel tu te trouves, ce qui est hyper important, autant que Louisa, avec l'organisation qui va le faire à une autre échelle. Donc, je vous lancerai peut-être la question, puis peut-être Marie-Ève, si tu voudras commencer, vu que ça fait très longtemps qu'on ne t'a pas entendu parler. Est-ce que, en fait, comment est-ce qu'on s'y prend pour interpeller? Qui doit-on interpeller pour faire avancer là, les droits des femmes aujourd'hui? La misère avec mon bouton. Merci beaucoup. Oui, je vais commencer. Puis c'est correct, je ne me sentais pas vraiment le besoin de parler tant que ça. Là. Moi, j'avais préparé une slide justement sur les recommandations qui étaient sorties des 2 études. Et puis, peut-être que ma collègue peut les partager. Moi, j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas. Fait que ce qu'on remarque, c'est que en tout cas du côté pour la production, c'est vraiment de tous les niveaux, autant municipal, gouvernement, provincial que fédéral. Où il faut aller cogner aux portes pour faire changer les choses. Puis l'exemple le meilleur que je peux vous donner, c'est même si des crédits d'impôt dans les budgets qu'on dépose pour la production, on accepte la fameuse ligne de service de garde, bien encore faut-il que sur les plateaux de tournage, on puisse avoir un espace pour le service de garde. Donc, il faut que le zonage soit adapté à la section où l'édifice se trouve en ville pour permettre à une garderie d'ouvrir ou un espace sécuritaire pour les enfants. Fait que on parle vraiment des 3 niveaux. Évidemment, j'ai d'autres informations aussi, mais on va vous partager dans le courriel qu'on va envoyer après. Il y a tellement d'informations et beaucoup de soutien qu'on peut faire. Mais moi, le message que je vais envoyer aujourd'hui, puis on peut aller à la prochaine slide, je pense que c'est pour arriver à faire des changements. Je pense qu'il faut s'unir. Okay? Il faut maximiser les ressources. Il faut aussi s'unir pour maximiser les ressources et la portée de nos actions. Parce qu'on fait toutes des super belles choses, on a toutes des belles initiatives. Je me rends compte qu'il y a plusieurs études, plusieurs recherches qui se font, mais se font toutes en silo. Fait que ça serait le fun qu'on se mette toutes ensemble. Je regarde France, je regarde Louisa, je regarde la Fondation du Grand Montréal. Pourquoi qu'on ne ferait pas quelque chose la prochaine fois pour atteindre justement un plus grand nombre de personnes? Puis au lieu d'être un paquet d'organismes différents à aller cogner des portes avec notre petit message ou notre enjeu, bien, rassemblons-nous, ayons un message commun. Puis je pense que comme tu dit, Louisa, au début, tu dis on est des réseaux différents, mais on a des enjeux pas mal similaires malgré les industries qui diffèrent. Donc, je pense que ça serait une avenue assez essentielle à considérer. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il ne faut pas attendre à une pandémie là, pour
pour sonder le terrain. J'avoue que c'était quand même chouette que le gouvernement rende des fonds disponibles pour qu'on puisse justement avancer avec ces sondages-là. Mais il ne faut pas attendre à une pandémie pour les rendre disponibles, ces budgets-là, pour qu'on puisse justement faire les études qu'on a besoin. Puis le dernier point que je n'ai pas mis dans les slides, c'est que la slide d'avant, peut-être, c'est. On ne le montrera pas tout de suite. La slide d'avant, c'était vraiment les données. On se rend compte que l'ensemble de données n'est pas suffisant. Fait que, si on est capable de rassembler plus de données, s'unir ensemble et porter les mêmes messages, bien là, il me semble que ça me semble comme une formule gagnante. Fait que ça, c'est mon petit speech de comment on peut s'y prendre pour arriver à faire changer les choses. Tu as bien raison, Marie-Ève. On dit souvent qu'on ne peut vraiment améliorer ce qu'on ne peut mesurer. Et puis, oui, tant mieux que ces fonds-là existent pour nous permettre de faire ces études-là puis présenter des données concrètes et des faits concrets là, à nos gouvernements ou autres. Parmi Louisa, Linda, France, oui, Louisa, vas-y. Je peux continuer. Juste surfer un petit peu sur ce que Marie-Ève a dit à la fin. C'est sûr, avec les mesures, c'est très, très important. Puis je me rappelle, lors de nos rencontres avec le secteur aéronautique, il nous disait qu'à une première vue, 40% sont 40% de femmes dans leur secteur. Mais si tu regardes sur les positions qui sont comme des pilotes, par exemple, c'est 3%. Ou 5%, c'est vraiment minime. Fait qu'il peut y avoir une fausse image aussi, là, que l'industrie, oui, est féminine, mais est féminine dans des postes qui ne sont pas vraiment souvent soit des postes de direction, mais dans leur cas, même des postes qui ont une plus grande responsabilité, disons. Fait que, puis encore plus, pour revenir au même exemple, parce que ça m'a vraiment frappé quand on les a écoutés, il disait que 3% sont des CEO dans l'aéronautique. Fait que c'est très, très peu, 40%. Puis en plus, si j'extrapole, on est moitié de la planète, on est des femmes. Fait que c'est pas parce qu'il n'y en a pas de ressources. Fait que je trouve une autre chose que Marie-Ève disait tantôt, une des solutions, je dirais la priorité, c'est de se mettre encore plus ensemble. Je sais qu'on a fait par des secteurs, par toutes sortes, nos organismes sont tous, ils ont une structure différente, mais l'union fait la force. Puis c'est pas juste autant d'avoir une voix auprès du gouvernement, mais je trouve quand même autant de réseauter entre nous, à tous les paliers, moi, je pense, parce que je lisais un autre article, une autre étude de KPMG cette fois-ci, puis qui disait que 82% de femmes croient que la chance d'avoir plus de place dans le leadership, c'est en courtoyant des femmes comme elles. Fait que c'est beaucoup, là, c'est sûr, mais il ne faut pas se limiter juste aux chiffres. Puis dans notre cas aussi, dans les solutions, je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais je pense qu'aussi, quand le gouvernement impose des choses ou veut faire des choses pour accélérer, bien, il faut donner des objectifs clairs puis à court terme. Souvent, je vois de 10 ans, de 15 ans, je sais, mais parfois, c'est trop long. C'est vraiment trop long. Commençons par de petites étapes et peut-être faire des objectifs sur 5 ans pour commencer. Je sais qu'il y a la peur aussi de ne pas réussir dans l'objectif, mais ça, c'est une chose. Puis deuxième chose que je trouve très important aussi, d'avoir des conséquences. La manque de conséquences sur certaines choses. Puis je vous donne un exemple. Dans le rapport qu'on avait fait pour le Sénat en 2017 pour plus de places de femmes dans le CA, on avait étudié qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde. Puis Norvège, qui est la première qui a parti cette lutte pour plus de femmes sur le CA, il y a eu des sanctions très sévères. Dans le sens qu'il y avait le pouvoir, le gouvernement, de dissoudre l'organisation, la compagnie, ou de les enlever de la bourse, parce que c'était souvent des compagnies en bourse qui étaient vraiment... Fait que c'est des sanctions très sévères qui ont fait en sorte que les compagnies n'ont pas le choix. Si les sanctions ne sont pas sévères, il y a des compagnies qui vont préférer payer des amendes que de faire ça, parce que c'est plus facile. Il ne faut pas qu'on les laisse choisir ces chemins.
Fait que moi, je vous donne notre exemple, l'Espagne. Comme la Norvège, c'est dans le positif, l'Espagne, ils ont décidé de faire cette loi pour obliger. Mais obliger, c'est un mot de dire parce qu'il n'y en avait pas de conséquences. Ils ont dit qu'ils ont peur de mettre des conséquences, mais ils vont laisser à la latitude des organisations. Le résultat, en 10 ans, il n'y en a même pas eu la moitié de leurs objectifs de fait, tandis que tu as des pays comme l'Angleterre puis la Norvège, ils ont réussi à faire. Fait que je pourrais vous parler longtemps là-dessus, mais je vais laisser la chance à France et à Linda de s'exprimer aussi. Ben, je ne sais pas dans quel ordre, juste quelques mots. C'est super intéressant, j'ai adoré le petit vidéo aussi, puis Linda, ce qu'elle amenait. En fait, c'est ce que Marie-Ève disait, bien, les données, oui, c'est important de savoir où est-ce qu'on est, puis quel chemin on a à franchir pour progresser vers une meilleure représentativité des femmes. Ce que je n'ai pas dit, bien, les membres du Réseau des femmes en environnement, ça vient un petit peu partout. Alors, tu as autant des entrepreneurs dans ce domaine-là que des étudiants, des chercheurs, des citoyennes, des élus, ainsi de suite. Puis nous, bien, ce qu'on est en train de faire là, avec Environ Compétences, c'est d'essayer de mieux comprendre pourquoi il y a moins de 30% de femmes dans le secteur de l'emploi en environnement. Où est-ce que ça se passe, le problème, puis comment on peut mieux intervenir. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on va faire parce qu'on a eu des sous pour le faire, comme ça. On travaille aussi beaucoup au niveau de travailler au niveau de l'éducation. Alors, c'est un peu ça qu'on montrait, là. Montrer que les enfants et les jeunes filles et les petites filles ont une place dans des domaines où il y a beaucoup moins de filles, puis donc beaucoup moins de femmes dans des secteurs comme en sciences, donc dans les postes de décision, que ce soit dans le secteur de l'énergie, minier, on parlait de tout ça. Donc, avoir plus de femmes dans les postes de décision comme élus, dans les conseils d'administration comme cadres. Et il y a des études aussi, je ne me souviens pas, c'est McKinsey qui amène ça, qui dit que des études très sérieuses qui remontent à plusieurs années, que les femmes qui sont dirigées par les organisations ou les entreprises qui sont dirigées par des femmes, en général, même dans le contexte de crise, ont eu un meilleur comportement. Ils ont résisté plus longtemps à ce moment-là, donc une très bonne gestion de ce côté-là. Et c'est sûr que les données aussi, c'est si on fait des analyses qui tiennent compte des différences genrées dans toutes sortes de contextes, donc que ce soit pour des décisions, des décideurs du côté des villes, par exemple, que ce soit des organisations, bien, savoir de quoi on parle, savoir où agir, c'est extrêmement important aussi d'aller dans cette direction-là également. Et puis, nos gouvernements ont de l'argent pour le faire. S'ils ont eu de l'argent pour investir beaucoup dans la pandémie, le colloque qu'a tenu l'IRIS il n'y a pas longtemps, il y avait des représentants gouvernementaux et des chercheurs du point de vue économique très, très intéressants et très sérieux qui démontraient que nos États ont les moyens d'investir dans des mesures, que ce soit pour favoriser des comportements plus responsables, mais aussi des femmes dans des postes en environnement. Et voilà, nous, on travaille aussi, comme je disais, au niveau de formation, former les décideurs, leur faire comprendre que c'est important d'être sensible à ces questions-là. C'est aussi extrêmement important. Donc, nous, on a des formations qui s'adressent aux élus, entre autres. Je m'arrête là. Il pourrait, oui, y avoir tellement de choses à dire, effectivement. Linda? Oui, je trouve vraiment intéressant les différents comme axes de solutions que propose chacune des dames ici présentes. Et c'est sûr qu'au niveau institutionnel, gouvernemental, il y a des choses à faire, clairement. Mais moi, je le ramène toujours, peut-être c'est parce que je suis en philanthropie, je le ramène aussi beaucoup au niveau comme individuel. Qu'est-ce qu'on peut faire soi-même dans sa communauté? Puis je crois que tantôt, Marie-Ève l'a dit qu'il faut s'unir et maximiser les ressources. C'est finalement, c'est ce qu'on fait en tant que fondation communautaire, justement, c'est d'unir les ressources philanthropiques disponibles, comme les mettre ensemble
pour répondre à divers besoins urgents dans la société, dans la communauté, disons. Et quand je vais encore reparler peut-être des organisations, des organismes par et pour des femmes, souvent, qui sont sous-financés. Et dans ces organismes communautaires-là, il y a beaucoup, c'est comme essentiellement des femmes, beaucoup. On comprend que en général, les salaires dans les milieux communautaires ne sont pas aussi, ça plafonne pas autant, par exemple, que dans le milieu des affaires. Donc, peut-être c'est l'une des raisons. D'ailleurs, fait intéressant, même si les femmes sont surreprésentées en philanthropie, ça reste que l'écart salarial demeure. Comme je pense qu'il y a un 12 à 15% qu'elles gagnent de moins que les hommes à compétences égales. Donc, c'est pour dire qu'il y a toujours un arbre qui réussit à cacher la forêt, finalement. Donc, unir définitivement. Et je crois l'initiative comme celle du Fonds Femmes est vraiment intéressante parce que c'est des femmes qui s'asseyent, qui parlent de se dire, enfin, nous, on veut faire quelque chose pour nous. On veut donner les outils, on veut aider des femmes et des filles, finalement, à pouvoir se rendre compte qu'elles sont capables. Louisa, je crois que c'est France qui disait la place des femmes, par exemple, des jeunes filles avec les matières scientifiques. Donc, il y a plein de, franchement, seulement, c'est scientifique qui me vient en tête, mais il y a des organismes sur le terrain qui font ça. Et je crois que c'est important de soutenir autant que possible ces organisations-là, parce qu'à leur manière, je crois qu'elles font un travail comme sur le terrain, c'est vraiment proche de la communauté, proche des personnes. Donc, il y a aussi ce volet qu'il ne faut pas négliger, seulement comme en continuant la bataille du côté gouvernemental, sachant que avec la loi qui est passée dernièrement pour exiger la parité sur les conseils d'administration et qui va faire qu'il y a des postes il y a des postes où il y a plus de femmes que d'hommes, des conseils d'administration de sociétés d'État, on va devoir comme enlever des femmes. Fait que souvent aussi, disons que le gouvernemental, je ne suis pas trop confiante d'une certaine manière, puis c'est comme rester localement ce qu'on peut faire. Je crois que c'est super important aussi. Super, merci. Il est déjà 13 heures, c'est ce qu'on se doutait. On n'avait pas à inventer plusieurs questions. Hein. On aurait pu en parler encore très longtemps de cette question-là. Donc, ben voilà, je voulais vous remercier à toutes et les quelques tous qui étaient parmi nous aujourd'hui. Donc, vraiment, merci d'avoir pris le temps. Merci pour vos partages. Ça nous a permis d'en apprendre davantage sur vos réalités. Je remercie évidemment encore une fois nos partenaires, donc Hydro-Québec, qui est le partenaire principal de notre programmation à la Maison du développement durable, ainsi que la Ville de Montréal. Je vous rappelle en fait qu'on va vous envoyer l'ensemble des documents dans un courriel qui va venir d'ici les prochaines journées. Ainsi qu'un sondage de satisfaction. Donc, pour nous, c'est très important d'y répondre parce que ça nous permet de mesurer un peu l'impact des événements qu'on fait à la MDD, à la Maison du développement durable. Donc, merci beaucoup de prendre le temps d'y participer. France, Louisa, Linda, Marie-Ève, vraiment encore une fois, merci de votre présence et de vos partages aujourd'hui. Donc, passez à tous une très, très belle journée.